Bonjour et bienvenue sur Geekosophie Magazine, le podcast pour les fans de la pop culture et les apprentis philosophes. À chaque épisode, un texte philosophique, un héros de la pop culture. Nous verrons de quelle façon ces héros illustrent les grandes thèses de la philosophie classique et nous les expliquerons ensemble. Aujourd'hui, nous allons parler du sociologue Karl Marx qui a vécu au XIXe siècle. Pour nous accompagner dans l'explication de son œuvre, nous allons faire appel à deux héroïnes des studios Ghibli, Chihiro et Kiki la petite sorcière. Le voyage de Chihiro et Kiki la petite sorcière sont deux grands succès de Miyazaki. Le premier commence dans notre monde, mais la petite Chihiro et ses parents arrivent dans un univers fantastique gouverné par la sorcière Yubaba. Alors que ses parents se goinfrent de nourriture et finissent transformés en cochons, Chihiro est sauvé par Aku, un jeune garçon qui lui conseille d'aller réclamer du travail à un chauffagiste, afin que la méchante sorcière ne puisse pas la changer en animal. Le chauffagiste n'a pas de travail à lui donner, mais il la présente comme sa petite fille à une jeune femme qui la conduit directement à Yubaba. Après beaucoup d'insistance, Chihiro parvient à obtenir ce qu'elle veut, elle travaillera au bain, mais son nom lui est enlevé par la sorcière qui la rebaptise Sen. Pour retrouver sa liberté, elle devra faire en sorte de ne jamais oublier son prénom. Dans le deuxième film, nous suivons Kiki, une petite sorcière de 13 ans, lors d'un rite initiatique. Toutes les sorcières de son âge doivent quitter leur famille pendant 1 an, trouver du travail dans une grande ville et trouver ainsi leur place au sein d'une population d'humains. Grâce à son balai volant, Kiki propose un service de livraison aidé par une boulangère qui la recommande à ses clients les plus fidèles. C'est donc aujourd'hui la rentrée scolaire et la reprise de Geekosophie Magazine après une pause estivale bien méritée. Pour rester dans le thème de cette rentrée, nous allons donc parler du travail. Les deux films vont mettre en scène le travail des enfants, mais de façon diamétralement opposée. Alors que Chihiro perd son identité, son prénom, en se mettant au travail, Kiki gagne une place au sein de la société et se construit en tant qu'adulte. Le travail, à première vue, est une activité pénible. Une fausse étymologie, j'insiste sur le fait qu'elle est fausse, mais la rumeur est tellement répandue qu'il me semble que cela révèle quand même quelque chose sur notre façon d'appréhender le travail. Une fausse étymologie donc fait venir le mot travail du mot tripalium, qui désigne un instrument de torture. Le travail, contrairement aux activités de loisirs, n'est pas une activité que l'on fait pour elle-même, mais en vue d'autre chose, pour obtenir des moyens de survie, de la nourriture ou encore un salaire. Ce ne serait donc pas une activité dans laquelle on se réalise pleinement. Pourtant, notre travail, au sens de notre profession, c'est aussi ce que l'on donne en premier quand on nous demande de nous présenter, comme si c'était notre travail, bien plus que nos loisirs, qui nous définissait en propre. Ces deux aspects du travail, qui dépendent, comme nous allons le voir, des conditions dans lesquelles il est exercé, sont représentés dans les deux films d'animation de Miyazaki. L'épisode sera divisé en deux parties. D'abord, nous allons lire un premier extrait de Marx, issu des manuscrits de 1844, où il décrit l'aliénation du travail, c'est-à-dire le fait que le travail nous dépossède de notre identité. Nous comparerons ses propos à l'aventure de Chihiro. Ensuite, nous lirons un extrait d'Économie et philosophie, où il donne les conditions pour que le travail soit proprement humain. Nous verrons alors comment Kiki réalise ces conditions. En quoi consiste l'aliénation du travail ? D'abord dans le fait que le travail est extérieur à l'ouvrier, c'est-à-dire qu'il n'appartient pas à son essence, que donc dans le travail, celui-ci ne s'affirme pas mais se nie, ne se sent pas à l'aise mais malheureux, ne déploie pas une libre activité physique et intellectuelle, mais mortifie son corps et ruine son esprit. En conséquence, l'ouvrier n'a le sentiment d'être auprès de lui-même qu'en dehors du travail, et dans le travail il se sent en dehors de soi. Il est comme chez lui quand il ne travaille pas, et quand il travaille, il ne se sent pas chez lui. Son travail n'est donc pas volontaire mais contraint. C'est du travail forcé. Il n'est pas la satisfaction d'un besoin, mais seulement un moyen de satisfaire des besoins en dehors du travail. Le caractère étranger du travail dans lequel l'homme s'aliène est un travail de sacrifice de soi, de mortification. Enfin, le caractère extérieur à l'ouvrier du travail apparaît dans le fait qu'il n'est pas son bien propre, mais celui d'un autre, qu'il ne lui appartient pas lui-même, mais appartient à un autre.
L'activité de l'ouvrier n'est pas son activité propre. Elle appartient à un autre, elle est la perte de soi-même. Le terme d'aliénation est au départ un terme juridique qui désigne un transfert de biens ou de droits à une autre personne. Un autre usage du mot, un peu ancien, est celui de l'asile d'aliénés, c'est-à-dire l'hôpital psychiatrique. L'aliénation peut effectivement renvoyer à un état où la personne n'a plus son libre arbitre, puis un état où elle n'est plus elle-même, dépossédée de ce qui fait son essence. Celui qui est aliéné perd son identité, comme Chihiro qui doit renoncer à son nom pour travailler dans les bains de Yubaba. Marx annonce la thèse selon laquelle le travail est une aliénation. Même s'il faut évidemment entendre l'aliénation en son sens figuré, on verra que le sens juridique, le fait de céder une propriété à autrui, peut aussi se retrouver dans les arguments qu'il donne. Avant de s'attarder sur le texte, il convient de rappeler le contexte historique dans lequel s'inscrit la réflexion de Marx, car son analyse du travail se fonde sur l'expansion du travail ouvrier durant la révolution industrielle de la fin du XIXe siècle. Le développement technique des machines transforme radicalement les rapports entre les différents agents du monde du travail. Le nom de Marx est souvent associé à la critique du capitalisme. Il distingue en effet ceux qui possèdent les moyens de production, donc les machines, et qui ont le pouvoir, de ceux qui, les ouvriers, vendent leur force de travail pour gagner leur vie. C'est le travail des ouvriers qui est analysé dans ce texte et dans l'ensemble de l'œuvre de Marx, même si cela conduit à une réflexion plus générale sur le concept de travail. C'est pourquoi ces écrits ne sont pas strictement sociologiques, mais peuvent être aussi utilisés en philosophie. En quel sens le travail des ouvriers est-il une aliénation ? Dans un premier temps, Marx remarque que l'ouvrier ne s'affirme pas dans le travail, il ne réalise pas son essence. Cela signifie que l'ouvrier ne se définit pas dans son travail. La conséquence va être que l'ouvrier recherche ailleurs ce qui fera son essence, notamment dans les loisirs. Le travail est donc perçu comme pénible. Cela est dû, entre autres, au développement des machines. Alors que l'artisan, dans la manufacture, pouvait donner de lui-même dans son travail et maîtrisait pleinement les outils utilisés, l'ouvrier dans la fabrique doit se soumettre au rythme des machines. Il n'est plus à proprement parler une personne, mais un rouage parfaitement remplaçable. Un cordonnier qui fabrique des chaussures pourra les faire à son image, et un autre cordonnier concurrent ne sera pas aussi bon. En revanche, si le seul travail consiste à poser une vis sur un objet qui défile sur un tapis, n'importe quel individu fera l'affaire. L'ouvrier n'est donc plus lui-même, mais il n'est même plus complètement un être humain, il a perdu sa singularité. L'ouvrier ne réalise pas non plus son humanité dans le travail car le but de son activité est uniquement le fait de subvenir à ses besoins animaux, manger, dormir, se reproduire et assurer la survie de ses descendants. Comme le travail n'est pas fait pour lui-même, ni même pour satisfaire ses propres désirs, mais seulement pour satisfaire des besoins génériques et extérieurs au travail, l'ouvrier est une nouvelle fois aliéné, il est dépossédé de son essence d'être humain, en tant qu'il serait distinct des animaux. Enfin, le troisième point, qui rejoint la définition première de l'aliénation, est le fait que l'ouvrier dans l'usine est dépossédé du produit de son travail. Ce qu'il fabrique ne lui appartient pas, il est aussitôt transféré au propriétaire des moyens de production. L'ouvrier travaille donc au profit de quelqu'un d'autre et ne se reconnaît pas dans sa production qui n'émane pas pleinement de lui-même. Le travail auquel va devoir se soumettre Chihiro rejoint les points dénoncés par Marx. La première chose qu'on lui dit une fois seule dans le monde fantastique où elle est arrivée, c'est qu'elle doit trouver un travail, n'importe lequel, à tout prix. C'est la seule façon de la mettre hors de portée de la cruauté de la sorcière, qui sinon la changera en animal. De façon imagée, on voit que la condition de la survie de Chihiro est justement le travail, de même que l'ouvrier du XIXe siècle n'a pas d'autre choix que d'accepter n'importe quel travail, même le plus pénible, même le plus mal payé, s'il veut subvenir à ses besoins vitaux. Par ailleurs, Chihiro ne travaille pas pour elle-même, mais pour le compte de la sorcière dans son établissement. Tous ses efforts seront au profit de Yubaba. Mais surtout, Yubaba a une façon très particulière de s'assurer que ses employés lui appartiennent pleinement et perdent totalement leur identité, ce qui est la définition de l'aliénation psychologique. Elle leur vole leur nom. Chihiro est rebaptisée Sen et ce n'est que grâce à Haku, qui lui rapporte d'anciens souvenirs, qu'elle n'oublie pas son ancien nom.
Celui-ci la met d'ailleurs en garde, il ne faut surtout pas qu'elle oublie son nom, sans quoi elle ne pourra plus jamais repartir. À cette représentation d'un travail forcé, pénible et aliénant, subi par Chihiro qui lutte pour sa survie dans un monde hostile, Kiki, la petite sorcière, va nous donner une toute autre vision du travail, dans lequel elle s'épanouit pleinement. Avant de parler de ce deuxième film, nous allons lire un autre extrait de Marx, issu du texte Économie et philosophie, qui définit cette fois les conditions d'un travail non aliénant. Supposons que nous produisions comme des êtres humains. Chacun de nous s'affirmerait doublement dans sa production, soi-même et l'autre. 1. Dans ma production, je réaliserai mon individualité, ma particularité. J'éprouverai, en travaillant, la jouissance d'une manifestation individuelle de ma vie, et dans la contemplation de l'objet, j'aurai la joie individuelle de reconnaître ma personnalité comme une puissance réelle, concrètement saisissable et échappant à tout doute. 2. Dans ta jouissance ou ton emploi de mon produit, j'aurai la joie spirituelle de satisfaire par mon travail un besoin humain, de réaliser la nature humaine et de fournir aux besoins d'un autre l'objet de sa nécessité. 3. J'aurai conscience de servir de médiateur entre toi et le genre humain, d'être reconnu et ressenti par toi comme un complément à ton propre être et comme une partie nécessaire de toi-même, d'être accepté dans ton esprit comme dans ton amour. 4. J'aurai, dans mes manifestations individuelles, la joie de créer la manifestation de ta vie, c'est-à-dire de réaliser et d'affirmer dans mon activité individuelle ma vraie nature, ma sociabilité humaine. Étant donné l'époque industrielle dans laquelle a vécu Marx, cette description d'un travail pleinement humain n'est malheureusement qu'une expérience de pensée. Malgré ce qu'il avait sous les yeux, ce qu'il a observé, Marx n'a jamais rejeté le travail en lui-même comme étant une source d'aliénation. Ce n'est que la forme moderne de la division du travail qui est la cause de son caractère négatif. Pourtant, bien avant la révolution industrielle, dans l'Antiquité grecque, Aristote faisait déjà du travail l'activité la moins humaine, parce qu'on ne la fait pas pour elle-même, mais en vue d'une fin extérieure. On doit à Marx, entre autres, d'avoir réhabilité le travail. Dans les 4 points présentés, on trouve 3 réponses aux 3 problèmes du texte précédent. Premièrement, pour que le travail ne soit pas aliénant, il faudrait que le travailleur le fasse pour lui-même et non au profit de quelqu'un d'autre. Il n'est pas dépossédé de l'objet qu'il a produit, il le possède et peut alors le proposer à la vente. De ce fait, il trouve pleinement sa place dans la société. Ce qu'il fabrique est utile aux autres. Contrairement à l'ouvrier de l'usine qui est parfaitement remplaçable, l'artisan a un rôle unique et échange le produit de son travail avec ceux des autres. Les autres ont besoin de lui autant qu'il a besoin des autres. On peut voir dans le parcours initiatique de Kiki, et plus généralement des sorcières dont les traditions sont décrites dans ce film, cet objectif, montrer qu'on sera indispensable à la société. C'est pour cette raison qu'à 13 ans, les jeunes sorcières doivent partir et vivre un an loin de leur famille, par leurs propres moyens, et pour cela trouver un travail. Si Kiki commence par travailler pour la boulangère qui lui a aimablement proposé une chambre où dormir, si dans un premier temps elle ne possède pas le fruit de son travail, ce n'est que temporaire. La boulangère, qui elle-même a son rôle à jouer dans la société, l'encourage très vite dans son projet de service de livraison. En effet, c'est une chose qu'elle ne propose pas. Elle fait du pain, des gâteaux, mais elle ne les livre pas. C'est donc à une autre personne, Kiki, que reviendra le soin de faire cette partie du travail. C'est en cela qu'elle sera reconnue dans la ville et appréciée. Quand quelqu'un aura besoin de ce service, il viendra la chercher, elle spécifiquement. Ainsi, Kiki devient-elle unique, indispensable, tout comme l'est la boulangère et tous les autres artisans. Contrairement à celui de Chihiro, dans l'autre film, son travail n'est pas aliénant. Certes, Kiki travaille parce qu'il lui faut de l'argent, il lui faut survivre, mais elle ne le fait pas uniquement pour cette raison extérieure. Dans son travail, elle se forme elle-même. Il s'agit ici du 3e point par lequel le travail, au lieu de déshumaniser l'ouvrier en le soumettant à une tâche pénible, répétitive et faisable par n'importe quel autre individu, lui permet au contraire de se réaliser en tant qu'être humain. Dans le travail artisanal, le travailleur doit lui-même produire entièrement l'objet de son travail. De ce fait, on peut imaginer qu'il le fera de mieux en mieux. Il va au fur et à mesure acquérir une technique qui va se perfectionner avec la répétition. Si vous êtes apprenti boulanger, il est probable que vous ratiez vos premières réalisations.
un défaut qui finira par disparaître complètement. Grâce au travail, on se forme, on s'améliore, que ce soit physiquement ou intellectuellement. On apprend à faire des choses. On comprend mieux de ce point de vue pourquoi il n'est pas si absurde de se définir par son travail. Si quand on se présente, dire le travail qu'on fait est si important, c'est justement parce qu'il indique notre place dans la société, mais aussi parce que notre travail nous forme. Or, pour qu'il puisse être ainsi formateur, il faut bien que le travail soit en un sens pénible. Tout entraînement, tout apprentissage demande des efforts, mais toutes les difficultés ne sont pas à fuir. Si le travail de l'ouvrier est pénible, c'est parce qu'il est monotone et n'apporte rien. La pénibilité du travail proprement humain est compensée par le fait qu'il nous aura apporté quelque chose. Au fur et à mesure, le travail sera de moins en moins dur, puisqu'on se sera amélioré dans ce qu'on fait. Il ne s'agit donc pas pour Marx d'imaginer un travail facile, sans aucune douleur, un travail qui n'apporterait que de la joie. Le travail reste lié à la torture, selon sa fausse étymologie, à la pénibilité, mais cette pénibilité est celle du sportif qui souffre durant son entraînement pour mieux profiter des effets positifs ensuite. À nouveau, on voit que l'expérience de Kiki va en ce sens. Sa première livraison est un fiasco. Même si elle arrive finalement à livrer un gâteau d'anniversaire et un chat en peluche à un enfant, c'est après de longues péripéties lors desquelles elle a besoin d'être aidée. Par la suite, elle tombe même malade à cause d'une livraison sous la pluie. Elle ne pourra plus sortir de son lit pendant quelques jours. Aucun travail n'est un plaisir complet. Il est toujours accompagné de douleur. Mais par la suite, ces livraisons se passeront mieux. Elle aura aussi de plus en plus de clients grâce au bouche à oreille. Elle sera reconnue, appréciée et définie par son travail. Une fois cet objectif atteint, Kiki a réussi sa mission. Elle a trouvé comment se rendre utile aux humains et pourra rentrer chez elle la tête haute une fois son année écoulée. C'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode spécial rentrée scolaire vous aura plu et que vous supporterez mieux ce qu'il y aura de pénible dans votre travail cette année. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et rejoignez-moi sur TikTok si vous préférez des vidéos plus courtes. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt sur Geekosophie Magazine.